Pourquoi la France semble-t-elle aujourd'hui marcher droit vers une rupture historique, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec elle-même? Dans un monde déjà fracturé par des tensions économiques, des conflits idéologiques et des luttes d'influence géopolitique, une nouvelle ligne de faille semble se dessiner au cœur de l'Europe. Et cette fois, elle traverse Paris. Ce n'est pas une simple discorde diplomatique. Ce n'est pas un désaccord ponctuel entre alliés. Ce que nous vivons actuellement pourrait bien marquer le début d'un basculement sans précédent dans la trajectoire politique, économique et symbolique de la République française. Tout a commencé par une déclaration, un geste fort, inattendu, presque théâtral. Emmanuel Macron, président de la République française, appelle à suspendre les investissements dans l'économie américaine. Pour beaucoup, ce fut un coup de tonnerre. Pour d'autres, un acte de défiance. Mais ce que peu ont compris immédiatement, c'est que derrière ce bras de fer transatlantique se cache un jeu d'échecs beaucoup plus complexe. Un affrontement d'idéologie, un repositionnement stratégique, une redéfinition du rôle de la France sur la scène mondiale. Et comme si cela ne suffisait pas, une réaction explosive ne s'est pas fait attendre. Depuis l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump, figure emblématique de la droite populiste américaine, n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé la posture de Macron tout en tressant discrètement des louanges à une autre figure française, Marine Le Pen, une femme dont l'ombre s'étend de plus en plus sur le paysage politique français et dont l'ascension semble aujourd'hui irrésistible. À travers cette escalade verbale et ces tensions diplomatiques, une vérité dérangeante émerge. La France est peut-être à l'aube d'un profond bouleversement. Un virage qui ne sera pas seulement politique, mais identitaire, économique et culturel. Et ce qui se joue actuellement dépasse largement les frontières hexagonales, car dans ce conflit larvé entre Macron et Trump, ce n'est pas seulement la relation France-États-Unis qui est en jeu, c'est la place de la France dans le monde, son avenir, son âme. Ce choc entre deux visions du monde, celle d'un multilatéralisme libéral porté par Macron et celle d'un nationalisme assumé incarné par Le Pen et soutenu, ouvertement ou non, par Trump, agit comme un révélateur. Un miroir tendu à une société française de plus en plus fracturée, inquiète, désorientée. Et dans ce miroir, chacun voit ce qu'il veut. Pour certains, Macron représente encore une chance de moderniser la France et de maintenir son rang sur la scène internationale. Pour d'autres, il incarne une élite déconnectée, incapable de répondre aux angoisses profondes du peuple français. Quant à Marine Le Pen, elle n'est plus simplement la candidate de la contestation. Elle devient, aux yeux de nombreux citoyens, une alternative crédible, une solution de rupture, une voie pour les oubliés. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour les années à venir? La France est-elle en train de choisir un nouveau destin? Et si oui, qui en écrit les premières lignes? L'Élysée, Washington ou les urnes? Ce qui se trame en ce moment est bien plus qu'un simple épisode politique. C'est une page d'histoire en train de s'écrire. Une page dont chaque mot, chaque geste, chaque silence comptera. Et alors que l'attention du monde se tourne vers Paris, une autre question brûle toutes les lèvres. La France est-elle prête à assumer les conséquences de ce virage brutal? Votre avis compte. Ce débat n'est pas réservé aux élites politiques ni aux experts de la géopolitique. Il concerne chacun d'entre nous. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que la France doive s'éloigner des États-Unis? Marine Le Pen représente-t-elle une solution ou un danger? Ce que vous pensez aujourd'hui pourrait bien ressembler à ce que des millions de Français ressentent en silence. Et si ce sujet vous interpelle autant que moi, si vous sentez que ce moment est décisif pour l'avenir de notre pays, laissez un like, ça m'aide énormément à continuer ce travail d'analyse indépendant. Abonnez-vous à la chaîne, car ce qu'il va se passer dans les prochains mois risque de bouleverser la France. Et vous devez en être témoin. On entre maintenant dans le cœur du sujet. Suivez bien ce qui vient, car chaque détail compte. Pendant des décennies, la relation entre la France et les États-Unis a été décrite tantôt comme une alliance stratégique incontournable, tantôt comme une cohabitation fragile entre deux puissances au tempérament indépendant. Mais aujourd'hui,
Ce lien, déjà tendu à plusieurs reprises au fil de l'histoire, semble s'effilocher à une vitesse inquiétante. Ce qui n'était hier qu'une série de désaccords discrets devient, sous nos yeux, un affrontement idéologique ouvert et possiblement irréversible. Tout commence avec une décision qui, à première vue, peut sembler purement économique. Emmanuel Macron appelle à la suspension des investissements français aux États-Unis. Officiellement, ce geste s'inscrit dans une logique de souveraineté économique, de réaction aux politiques protectionnistes américaines, de défense d'une Europe plus autonome. Mais en vérité, ce geste est chargé d'un message beaucoup plus symbolique. Macron ne se contente pas de jouer les équilibristes sur la scène diplomatique. Il envoie un signal fort à l'administration américaine et à ses opposants internes. Un signal qui peut se résumer ainsi. La France ne veut plus être perçue comme une alliée automatique des États-Unis. Elle veut choisir ses combats, ses intérêts, ses priorités. Mais ce que Macron n'avait peut-être pas anticipé, c'est la violence de la réaction. Car à peine ce message diffusé, c'est une onde de choc qui se propage à Washington, et en particulier chez un certain Donald Trump. L'ancien président, toujours influent et plus que jamais en campagne permanente, saisit immédiatement l'occasion. Il attaque violemment la décision de Macron, l'accusant de trahir les liens historiques entre les deux nations. Mais surtout, dans une manœuvre aussi stratégique que provocatrice, Trump détourne l'attention et la dirige ailleurs, vers Marine Le Pen. En quelques mots bien choisis, Trump insuffle une toute autre dynamique dans cette crise. Il présente Le Pen non seulement comme une figure politique légitime en France, mais comme une alternative fiable aux yeux des alliés internationaux de la droite populiste. Il la place subtilement dans la lumière, comme si elle représentait une France plus compréhensible, plus alignée avec sa vision du monde. Et ce geste n'est pas anodin, car il transforme un simple désaccord bilatéral en une bataille pour l'âme politique de la France. Ce changement de ton, ce passage de la diplomatie au conflit idéologique n'est pas sans précédent. Mais ici, il revêt une intensité particulière, parce que la France elle-même est en pleine interrogation sur sa place dans le monde. L'Europe vacille. Les tensions internes s'exacerbent, l'économie ralentit, et la classe politique, usée par les crises successives, semble incapable de redonner une direction claire. Dans ce vide, chaque parole, chaque décision, chaque affrontement prend une ampleur démesurée. Et dans cette brèche, Marine Le Pen progresse sans faire de bruit. Son silence est stratégique. Pendant que Macron s'épuise à défendre sa ligne à l'international et que Trump souffle sur les braises, elle incarne une forme de stabilité apparente. Elle se présente comme la solution simple à un monde devenu trop complexe. Et pour une partie croissante de la population, ce discours commence à résonner dangereusement fort. La fracture diplomatique entre Paris et Washington devient ainsi bien plus qu'un simple désaccord politique. Elle devient le théâtre d'une lutte de récits. D'un côté, un président français qui veut redéfinir la souveraineté nationale tout en conservant un rôle central dans les affaires globales. De l'autre, un ancien président américain qui instrumentalise ce débat pour raviver sa propre campagne et affaiblir un adversaire idéologique. Et entre les deux, le peuple français, de plus en plus tenté par un repli national, par une rupture avec les anciennes alliances, par une nouvelle vision de l'ordre mondial. Ce divorce, annoncé entre Paris et Washington, est donc aussi un test. Un test pour la diplomatie française, mais surtout un test pour la démocratie elle-même. Car dans un monde où les lignes se redessinent, où les certitudes d'hier deviennent les doutes de demain, la France se retrouve à devoir choisir. Rester fidèle à ses alliances historiques ou tracer une nouvelle route, plus risquée, plus incertaine, mais peut-être plus libre. Et vous, que pensez-vous de cette fracture? Est-elle nécessaire, inévitable, dangereuse? Croyez-vous que la France devrait continuer à se rapprocher des États-Unis ou au contraire reprendre totalement son indépendance stratégique? Écrivez dans les commentaires les mots « fracture stratégique » si vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela me permet de voir qui suit vraiment ces enjeux et surtout de faire grandir cette communauté engagée. Souhaitez-vous que je continue avec le chapitre 2?
Tandis que les projecteurs sont braqués sur le tumulte entre Paris et Washington, une autre figure se faufile habilement dans les marges du pouvoir. Marine Le Pen, longtemps marginalisée par l'establishment, apparaît aujourd'hui comme une actrice incontournable du théâtre politique français. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement sa résilience. C'est sa capacité à capitaliser sur le chaos, à tisser patiemment une toile de crédibilité là où, autrefois, il n'y avait que rejet et méfiance. Son silence relatif, sa posture de calme face au vacarme diplomatique, lui confère aujourd'hui une forme de maturité politique qui séduit de plus en plus de Français, fatigués par les tensions internationales et les discours technocratiques. Dans l'opinion publique, un glissement s'opère, lentement, mais sûrement. L'idée que Le Pen pourrait, voire devrait, incarner une nouvelle voie pour la France ne choque plus. Elle intrigue, elle interroge, elle mobilise. Ce basculement n'est pas anodin. Il s'appuie sur un contexte plus large, où la confiance envers les institutions traditionnelles s'effrite, où la population aspire à des réponses claires face aux crises successives. Inflation galopante, immigration mal gérée, insécurité ressentie, perte de repères identitaires. Le discours de Marine Le Pen, centré sur la souveraineté, la préférence nationale et le repli stratégique, entre soudainement en résonance avec un sentiment collectif de vulnérabilité. Ce n'est plus seulement une stratégie populiste, c'est un écho direct à l'angoisse contemporaine. La dynamique est d'autant plus frappante que ses opposants peinent à formuler un contre-récit convaincant. Emmanuel Macron, dans sa volonté de projeter une image de leader global, semble parfois déconnecté des préoccupations locales. Il parle d'Europe, de stabilité internationale, d'autonomie stratégique. Mais dans les supermarchés, à la caisse, dans les files d'attente à la sécurité sociale, dans les rues de périphérie, c'est un tout autre langage que les Français pratiquent. Et Marine Le Pen l'a bien compris. Elle n'a pas besoin de s'imposer sur le plan international. Elle s'insère là où le pouvoir ne regarde plus, dans les silences, dans les marges, dans les blessures. Mais ce positionnement ne relève pas du hasard. Il est pensé, calculé, méthodique. Contrairement aux campagnes précédentes, souvent marquées par des propos clivants ou des maladresses idéologiques, la Marine Le Pen d'aujourd'hui maîtrise sa communication avec une précision redoutable. Elle choisit ses mots, elle évite les excès. Elle recentre ses interventions sur des sujets fédérateurs. Elle parle de sécurité, de pouvoir d'achat, de protection des frontières, de respect des traditions. Ce sont des mots simples mais puissants, car ils touchent là où ça fait mal. Et en parallèle, elle bénéficie d'un phénomène inattendu, la validation indirecte de figures internationales comme Donald Trump. Le soutien implicite de Trump n'est pas qu'un détail médiatique, c'est une pièce sur l'échiquier. Une manière de dire « voici une femme qui partage notre vision, une femme qui pourrait rompre avec l'alignement atlantiste, repenser les alliances, réaffirmer la souveraineté nationale ». Ce soutien venu de l'étranger, loin de la décrédibiliser, agit désormais comme un adoubement politique dans une ère où les frontières idéologiques comptent plus que les frontières géographiques. Et pour une partie de l'électorat français, cette reconnaissance venue d'ailleurs donne à Marine Le Pen une stature qu'elle n'avait pas encore totalement acquise. Il ne s'agit plus de savoir si Marine Le Pen est capable d'atteindre le second tour d'une élection présidentielle. Cela, elle l'a prouvé à plusieurs reprises. La question désormais est, la France est-elle prête à franchir le pas, à lui confier les rênes et surtout à vivre avec les conséquences d'un tel choix ? Car derrière la promesse d'ordre, de sécurité et de reprise en main nationale se cache une redéfinition complète des rapports internationaux. Une France dirigée par Le Pen, dans le contexte actuel, pourrait signifier un isolement partiel sur la scène mondiale, une refonte des alliances historiques, une réorientation brutale des priorités économiques et sociales. Ce scénario, encore tabou il y a quelques années, est aujourd'hui ouvertement envisagé. Il est débattu, parfois même anticipé. Et cela change tout. Car plus les crises extérieures s'accumulent, plus l'idée d'un repli maîtrisé semble séduisante. Moins la France se sent protégée par ses alliances traditionnelles, plus la tentation d'un retour à l'État-nation se renforce.
Et dans ce retour, Marine Le Pen apparaît non pas comme une rupture, mais comme une continuité d'un autre genre. Et vous, êtes-vous prêt à cette possible réalité? Pensez-vous que Marine Le Pen représente une vraie alternative ou une menace déguisée? Que se passerait-il si l'Hexagone décidait de lui confier les clés de la République? Dites-moi ce que vous ressentez face à cette montée en puissance silencieuse. Écrivez « Alternative française » dans les commentaires si vous pensez que cette question mérite vraiment d'être posée. Je lirai chacun de vos messages avec attention. Ce que peu osent dire à voix haute, mais que beaucoup redoutent en silence, c'est que derrière les slogans souverainistes, les élans patriotiques et les appels à la rupture géopolitique se cache une bombe à retardement économique. Une France qui choisirait de s'isoler stratégiquement, de redessiner ses alliances, de rompre avec l'ordre libéral occidental établi depuis la Seconde Guerre mondiale, entrerait en territoire inconnu. Et l'économie, cette entité souvent invisible mais terriblement concrète, serait la première à encaisser le choc. Car dans un monde où les flux financiers, les chaînes d'approvisionnement, les investissements et les technologies sont interdépendants, tout repli national implique un coût souvent sous-estimé dans les discours politiques. La proposition de Macron de suspendre les investissements en direction des États-Unis n'est pas un simple acte politique, c'est un signal au marché. Et les marchés, eux, ne réagissent pas à l'idéologie mais à la stabilité, à la prévisibilité, à la confiance. En envoyant ce type de message, même symbolique, la France prend le risque de se présenter comme un partenaire économique incertain. Dans les tours de verre des grandes places financières, comme Francfort, Londres ou New York, ce type d'annonce n'est pas perçu comme une déclaration de souveraineté, mais comme une alerte, une potentielle dérive. Et cette perception, qu'elle soit juste ou exagérée, a des conséquences directes sur la notation du pays, sur le coût de la dette, sur la capacité à attirer des capitaux étrangers. Car on n'investit pas dans un pays dont la ligne politique semble floue ou agressive envers ses alliés naturels. Ce risque économique s'amplifie d'autant plus si l'on imagine un scénario où Marine Le Pen accède au pouvoir. Non pas parce que ses propositions sont incompétentes, mais parce qu'elles introduisent une rupture trop brutale dans un système fondé sur l'équilibre et la continuité. Remettre en cause les traités commerciaux, renégocier les accords de défense, revoir les politiques monétaires. Chaque décision, même légitime politiquement, s'accompagne d'un effet domino difficile à contrôler. Le monde économique n'aime pas le bruit. Il préfère les transitions lentes, encadrées, calibrées. Or, ce que propose une France dirigée par Le Pen, ou une France qui s'éloigne résolument des États-Unis, ressemble davantage à une révolution qu'à une réforme. Et cette révolution pourrait bien frapper en premier les plus fragiles. Car quand les investissements diminuent, quand les entreprises étrangères hésitent à s'implanter, quand les grands groupes déplacent leurs sièges ou réduisent leurs effectifs, ce ne sont pas les élites qui en subissent les effets immédiats. Ce sont les travailleurs, les PME, les sous-traitants, les jeunes diplômés, les retraités dépendants d'un système social déjà sous pression. Un isolement stratégique peut flatter l'ego national, mais il peut aussi appauvrir silencieusement un pays. Et ce paradoxe est rarement discuté dans les débats politiques classiques. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que cette dynamique pourrait ne pas être réversible. Car dans l'économie mondiale, la confiance se gagne lentement, mais se perd très vite. Si la France envoie trop de signaux contradictoires, si elle commence à être perçue comme instable ou imprévisible, les investisseurs iront voir ailleurs, en Allemagne, en Scandinavie, en Asie. Et même s'il est possible de rebâtir des relations après une rupture, les conditions ne seront plus jamais les mêmes. La confiance perdue laisse des cicatrices. Pourtant, ce débat ne traverse que timidement la sphère publique. Il est éclipsé par des sujets plus émotionnels, plus immédiats, immigration, insécurité, souveraineté culturelle, des sujets bien réels, bien sûr, mais qui occultent parfois la réalité froide des chiffres. Or, on ne peut pas défendre une nation sans défendre son économie, sans anticiper les conséquences d'un isolement.
sans comprendre que l'indépendance stratégique exige des fondations économiques solides, non affaiblies. Et si la France souhaite réellement se réinventer sur la scène mondiale, si elle veut sortir de l'ombre de Washington ou de Bruxelles, elle devra le faire avec intelligence, graduellement, en protégeant ses intérêts sans se couper du monde. Sinon, elle risque de se retrouver seule et appauvrie. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez de ça. Pensez-vous que la souveraineté justifie un risque économique majeur, ou que la France devrait chercher un équilibre entre autonomie et coopération? Commentez avec les mots « souveraineté responsable » si vous pensez que la liberté stratégique doit aller de pair avec la stabilité économique. J'attends vos avis, vos analyses, vos sentiments. Alors que les projecteurs restent braqués sur les tensions internationales, sur la diplomatie explosive et les calculs géopolitiques, un autre séisme plus silencieux se prépare à l'intérieur même des frontières françaises. Un séisme social, invisible mais palpable. Car pendant que les élites débattent d'alliances, d'équilibres économiques et de souveraineté stratégique, une grande partie de la population française se débat dans un climat d'incertitude, d'usure et de défiance. Cette fracture intérieure, bien plus insidieuse que celle qui oppose Paris à Washington, menace d'emporter avec elle non seulement le système politique actuel, mais aussi le tissu social qui tient encore tant bien que mal. Les signaux sont pourtant visibles. La multiplication des grèves sauvages, la radicalisation des discours sur les réseaux sociaux, la perte d'autorité des institutions, la montée des violences dans certaines zones urbaines et surtout ce sentiment de plus en plus partagé que l'État ne protège plus, ne représente plus, ne parle plus pour tous. Ce n'est plus simplement un désaccord politique, c'est une crise de sens. Une fatigue collective qui pousse de nombreux Français à chercher ailleurs des réponses que la République semble ne plus savoir formuler. Ce désenchantement généralisé, qui touche autant les zones rurales que les grandes métropoles, n'est pas né de la dernière crise, il s'est construit au fil du temps, couche après couche, réforme après réforme, discours après discours. Et aujourd'hui, il explose à la surface. Il explose dans les urnes, dans les sondages, dans les conversations de bistrot, dans les files d'attente des hôpitaux publics. Il explose chez ceux qui n'ont plus de médecins de famille, chez ceux dont les enfants n'ont plus de remplaçants au collège, chez ceux qui travaillent à temps plein mais n'arrivent plus à vivre décemment. Ce mal-être ne se résume pas à une revendication ponctuelle, c'est une alarme sociale. Et dans ce climat, l'adhésion à des figures dites anti-système devient presque mécanique, non pas toujours par conviction idéologique, mais par besoin de rupture, de renversement, de détonation. Marine Le Pen, entre autres, incarne cette alternative radicale, ce point de bascule qui fascine autant qu'il inquiète. Elle parle une langue que beaucoup reconnaissent. Elle désigne des responsables clairs. Elle simplifie un monde devenu illisible. Et surtout, elle fait croire que le changement est à portée de main, qu'il suffirait de voter pour que tout bascule, que la colère se transforme enfin en action. Mais derrière cette attraction, il y a aussi un vide idéologique profond. Car la société française aujourd'hui ne débat plus réellement de projets, elle réagit, elle sursaute, elle oscille, elle ne construit pas une vision collective de l'avenir, elle fuit les déceptions du passé. Cette perte de projection commune est peut-être l'un des plus grands dangers, car sans horizon, une nation se fragmente, elle se referme sur elle-même, elle désigne des coupables au lieu de chercher des solutions, elle devient vulnérable aux discours simplistes, aux solutions miracles, aux promesses de grandeur déconnectées des réalités complexes du XXIe siècle. Ce phénomène dépasse largement la sphère politique. Il touche à la culture, à l'éducation, à la santé mentale collective. Il suffit de regarder les taux de burn-out, les hausses d'anxiolytiques, la crise du logement étudiant, la désertification médicale, le scepticisme face aux médias traditionnels. Tout cela raconte une même histoire, celle d'un pays qui doute de lui-même. Et ce doute, s'il n'est pas transformé en énergie de reconstruction, devient une faille exploitable. Une faille dans laquelle peuvent s'engouffrer les extrêmes, les manipulations, les divisions.
Le plus inquiétant, c'est que cette rupture intérieure s'alimente aussi de l'extérieur. Les tensions internationales, les rivalités de puissance, les confrontations verbales entre leaders étrangers agissent comme des échos amplifiés dans cette atmosphère déjà électrique. Lorsque Trump attaque Macron et soutient implicitement Le Pen, ce n'est pas seulement une manœuvre géopolitique, c'est un coup porté au débat démocratique français, déjà fragile. C'est une tentative d'influencer l'équilibre interne d'un pays en crise de confiance. Et dans ce brouhaha, il devient de plus en plus difficile de discerner ce qui est vrai de ce qui est instrumentalisé. Mais au fond, la vraie question est peut-être celle-ci. La société française est-elle encore capable de se réconcilier avec elle-même, de dépasser la colère légitime pour retrouver une volonté commune? Peut-elle encore faire nation, au sens plein du terme, ou est-elle condamnée à se fragmenter en archipel d'intérêts concurrents, de communautés repliées, de discours irréconciliables? Il ne s'agit plus ici d'une bataille entre la gauche et la droite, entre progressistes et conservateurs. Il s'agit de la survie d'un lien collectif. Dites-moi en commentaire si vous ressentez cette tension dans votre quotidien, si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose se casse autour de vous, dans les conversations, dans les regards, dans les silences. Écrivez les mots. Rupture sociale, si ce chapitre a fait écho à quelque chose de personnel pour vous. Je vous lis. Tandis que la France traverse une période de doute identitaire, de tensions internes croissantes et de repositionnement diplomatique, une autre entité observe en silence, inquiète, mais souvent paralysée. L'Union européenne. L'UE, projet de paix et de stabilité né sur les cendres de la guerre, semble aujourd'hui dépassé par les secousses venues de l'intérieur de ses propres membres. Et lorsque la France, deuxième économie du bloc, pilier historique de la construction européenne, commence à émettre des signaux de rupture ou d'hostilité envers ses alliés, c'est tout l'édifice européen qui vacille. La question n'est donc plus seulement ce que la France va devenir, mais ce que l'Europe peut faire ou ne pas faire face à ce tournant majeur. Il y a quelque chose de paradoxal dans cette situation. Car au moment même où l'Union européenne tente de s'affirmer comme un acteur géopolitique autonome, capable de faire entendre sa voix entre les blocs américano-chinois, elle se retrouve confrontée à la déstabilisation interne de ses piliers fondateurs. La France n'est pas la Hongrie ni la Pologne, ce n'est pas un petit État contestataire en marge de l'ordre établi, c'est le cœur battant de l'Europe politique. Si la France change de cap, si elle bascule vers une logique souverainiste dure, si elle remet en cause les traités fondamentaux ou envisage une désobéissance structurée au droit européen, le choc sera systémique. Et ce n'est pas seulement une affaire de politique institutionnelle, c'est une question d'influence, de perception, de confiance, car les autres États membres regardent la France non seulement comme un partenaire économique, mais comme un modèle. Si Paris commence à remettre en cause ses engagements, d'autres pourraient suivre. L'Italie, dont le paysage politique est tout aussi instable, l'Espagne, en proie à des tensions régionales chroniques, les Pays-Bas, déjà tentés par des courants nationalistes. C'est un effet domino que Bruxelles redoute, mais qu'elle peine à contenir. Face à cela, la réaction européenne est souvent timide, voire inexistante. Les institutions de l'UE fonctionnent sur la base du consensus, de la prudence, du compromis. Mais dans une époque marquée par l'accélération des crises et la montée des émotions collectives, ce tempo bureaucratique apparaît comme une faiblesse. L'Europe parle lentement pendant que les opinions publiques crient fort. Et pendant que Marine Le Pen gagne en légitimité dans les sondages, l'UE ne propose aucun contre-récit structuré, aucun discours fort capable de réconcilier l'idée européenne avec les angoisses nationales. Cette absence de réaction alimente le narratif des eurosceptiques. Ils pointent du doigt une Europe impuissante, technocratique, déconnectée des réalités. Et cela devient un cercle vicieux. Plus l'Europe hésite, plus ses adversaires gagnent du terrain. Plus les tensions augmentent, plus la fracture se creuse entre les institutions et les citoyens. Dans ce vide, les voix radicales prospèrent, et la France, en tant que puissance intellectuelle, militaire et culturelle, joue ici un rôle d'amplificateur.
Ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, résonne bien au-delà de ses frontières. Ce dilemme européen face à la France est aggravé par la position ambivalente de l'Allemagne. Berlin, longtemps partenaire principal de Paris dans la construction européenne, semble aujourd'hui plus préoccupé par ses propres fragilités. Transition énergétique incertaine, désindustrialisation partielle, montée des extrêmes dans l'est du pays. L'axe franco-allemand, jadis colonne vertébrale du projet européen, est grippé. Et sans moteur, l'Europe stagne, ou pire, elle dérive. Alors, que faire ? Bruxelles pourrait tenter de réengager la France dans un dialogue plus politique, plus direct, en reconnaissant ses inquiétudes légitimes. Mais elle devra aussi redéfinir son projet, car l'Europe ne peut plus se contenter de garantir la paix et les subventions. Elle doit incarner une vision, offrir une perspective, protéger sans enfermer, s'adapter sans renoncer, et surtout, parler au peuple. Leur dire pourquoi l'union est toujours une force dans un monde de plus en plus fragmenté. Sans cela, la France ne sera que le premier domino. Et l'Europe, au lieu d'être une puissance d'équilibre, deviendra une mosaïque impuissante. Ce chapitre est crucial. Il interroge non seulement l'avenir de la France, mais aussi celui de tout un continent. Alors je veux savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que l'Union européenne peut encore se réinventer? Ou est-elle condamnée à subir les tempêtes nationales sans pouvoir réagir? Commentez avec les mots « Europe en sursis » si vous pensez que l'UE joue gros dans cette crise française. Je vous lis. À mesure que les tensions politiques s'aggravent, que les alliances diplomatiques se fragilisent et que l'opinion publique s'enfonce dans une méfiance généralisée, un événement se profile à l'horizon comme un point de bascule. L'élection présidentielle française de 2027. Ce n'est pas simplement un rendez-vous électoral, c'est une croisée des chemins. Un moment de vérité collective où la France pourrait redéfinir radicalement son identité politique, son rapport au monde et sa trajectoire pour les décennies à venir. Tout indique que ce scrutin ne ressemblera à aucun autre. L'enjeu dépasse le simple choix entre partis. Il s'agit d'un affrontement entre vision du monde, entre mémoire et avenir, entre continuité et rupture. Marine Le Pen, après des années de diabolisation et de résistance, n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Les derniers scrutins l'ont déjà portée au second tour. Mais cette fois, les lignes ont bougé. L'image de l'extrême droite s'est normalisée dans de larges segments de la population. L'abstention, quant à elle, ronge les digues démocratiques qui empêchaient encore, il y a quelques années, une bascule vers l'autoritarisme ou le populisme dur. Le débat public s'est déplacé. Les sujets jadis tabous, sortis de l'euro, priorité nationale, fermeture des frontières, révision des traités européens, ne provoquent plus d'indignation immédiate. Ils s'installent comme des options plausibles dans l'esprit collectif. Dans ce climat, la présidentielle de 2027 risque de se jouer moins sur des programmes que sur des postures, moins sur des chiffres que sur des affects. Ce sera une élection émotionnelle, guidée par la colère, la lassitude, le besoin de protection. Le Pen l'a bien compris. Elle ne cherche plus à convaincre par la technique, mais à rassurer par la narration. Elle s'adresse à ceux qui ont décroché, à ceux pour qui la mondialisation est une agression, pour qui l'Europe est un carcan, pour qui la République est devenue étrangère. Et son discours trouve un écho d'autant plus puissant que ses adversaires semblent fatigués, désorientés ou divisés. À gauche, aucune figure ne parvient à rassembler largement. Les fractures idéologiques internes, les guerres d'ego, la déconnexion avec les classes populaires rendent toute dynamique difficile. À droite, l'espace politique est capturé entre un macronisme à bout de souffle et une droite classique incapable de se renouveler. Et Emmanuel Macron, constitutionnellement exclu de la course, ne pourra pas jouer le rôle de sauveur une troisième fois. Cela laisse un vide immense, un vide que Marine Le Pen a méthodiquement préparé à combler. Elle a peaufiné son image, elle a adouci son langage, elle a multiplié les gestes d'apaisement envers les corps intermédiaires, les institutions, les électeurs modérés. Elle s'est professionnalisée,
Mais cette professionnalisation ne doit pas tromper. Derrière le vernis institutionnel, son projet reste profondément transformateur. Il vise à redéfinir la hiérarchie des normes, à bousculer l'équilibre des pouvoirs, à remettre en cause les piliers de la Ve République. Ce serait un tournant qui ne se limiterait pas à la politique intérieure. C'est toute la position de la France dans le monde qui serait rediscutée. Sa place dans l'OTAN, dans l'UE, dans les organisations multilatérales, ses relations avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine. L'élection de Le Pen ne serait pas une alternance, mais un séisme. Et pourtant, de nombreux électeurs ne l'aperçoivent pas ainsi. Pour eux, elle incarne le renouveau, la voix des oubliés, la revanche des classes moyennes, le retour à une souveraineté perdue. Dans une société saturée d'informations, de crises, de scandales, la simplicité de son message apparaît comme une bouée de secours. Là où ses concurrents parlent de réformes techniques, elle parle de cœur, de sécurité, d'ordre, d'identité. Ce langage émotionnel, bien plus que n'importe quel programme, pourrait faire pencher la balance. Il faut aussi souligner le rôle déterminant des jeunes générations dans cette échéance. Contrairement aux clichés, une part non négligeable des primo-votants est séduite par des discours identitaires, autoritaires ou souverainistes. Ils ne votent pas forcément par nostalgie, mais par rejet d'un monde qu'ils perçoivent comme instable, injuste, dangereux. La présidentielle de 2027 pourrait bien être décidée par ceux qui ont grandi dans la crise permanente, crise climatique, crise sanitaire, crise sociale, crise de sens. Pour eux, la rupture n'est pas une peur, c'est une évidence. Et dans ce contexte, chaque mot, chaque silence, chaque erreur de communication comptera. Les prochains mois seront décisifs pour savoir si la France choisira la continuité démocratique ou l'expérience radicale. Une question qui, au fond, ne concerne pas seulement les Français, mais toute l'Europe, et même au-delà, car si la France bascule, elle ne tombera pas seule. J'aimerais vraiment savoir ce que vous ressentez face à ce scénario. Vous pensez que la présidentielle de 2027 peut vraiment changer la nature même de la République? Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Ou au contraire, qu'espérez-vous? Commentez avec les mots « point de bascule » si vous sentez que 2027 ne sera pas une élection comme les autres. Je lis tout. Il serait naïf de croire que ce qui se joue en France aujourd'hui ne concerne que la France. Car au-delà des discours nationaux, au-delà des débats internes, des confrontations idéologiques et des fractures sociales, une autre influence plane discrètement, mais avec une efficacité redoutable, celle de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, figure centrale de la mouvance populiste mondiale, n'a jamais véritablement quitté la scène. Il l'observe, il la commente, il la manipule. Et la France, dans ce théâtre globalisé du pouvoir, est devenue pour lui un pion stratégique. Non pas par obsession francophile, mais parce qu'elle incarne un test grandeur nature, celui de la contagion de son modèle politique au cœur de l'Europe occidentale. Trump n'a pas besoin de s'ingérer officiellement dans les affaires françaises. Il lui suffit de parler, de tweeter, de laisser entendre. Ses mots, ses pics, ses éloges sont des signaux, des boussoles pour toute une galaxie politique qui s'inspire de son ascension et de sa méthode. Quand il critique Macron, ce n'est pas uniquement pour régler un différend personnel. C'est pour affaiblir l'image d'un dirigeant qui incarne, à ses yeux, l'archétype même de l'élite mondialisée, technocratique, européiste. Quand il glisse un mot de soutien envers Marine Le Pen, ce n'est pas anodin. C'est un acte stratégique, une validation, une façon de faire savoir aux électeurs français qu'il existe une alliance implicite entre les mouvements souverainistes de chaque côté de l'Atlantique. Cette stratégie est vieille comme le monde. Diviser pour mieux régner, soutenir les oppositions pour fragiliser les équilibres. Mais dans l'ère numérique, elle prend une toute autre ampleur. Les vidéos circulent en boucle, les déclarations sont reprises par des médias alternatifs, les réseaux sociaux amplifient chaque mot comme une vérité prophétique. Dans certains cercles de la droite radicale française, Trump est devenu un modèle. Son style, sa capacité à déstabiliser l'ordre établi, son mépris des conventions, tout cela inspire.
Et il ne faut pas sous-estimer l'impact de cette fascination, car elle reconfigure les imaginaires politiques. Elle donne du courage à ceux qui, hier encore, doutaient. Elle crédibilise les projets les plus risqués. Mais Trump ne se contente pas de parler de la France. Il l'instrumentalise. Il la présente comme un exemple de ce qui arrive quand un pays cède à l'immigration, au multiculturalisme, à la bureaucratie européenne. Dans ses discours, Paris devient le symbole d'une civilisation qui se perd. Et Marine Le Pen, à l'inverse, représente une chance de redressement. Ce récit, simpliste et biaisé, trouve pourtant un écho dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis. Il nourrit une forme de guerre culturelle mondiale, où la France est à la fois laboratoire et champ de bataille. Et au fond, cette ingérence rhétorique s'inscrit dans une stratégie bien plus vaste, car Trump prépare son retour. Il sait que la politique intérieure américaine ne suffit plus à mobiliser ses bases. Il doit incarner un mouvement global, une croisade idéologique. L'Europe dans ce plan n'est pas un simple spectateur, elle est une cible. Et la France, compte tenu de son poids symbolique et de ses divisions internes, est un levier parfait. En soutenant à demi-mot Le Pen, Trump fait d'une pierre deux coups. Il affaiblit un partenaire qu'il juge peu fiable et il renforce un réseau politique mondial aligné avec ses intérêts. Ce jeu trouble, cette stratégie de l'ombre, crée un effet de miroir. Elle pousse les Français à s'interroger sur leur propre souveraineté, sur leur capacité à faire des choix sans interférence. Et paradoxalement, plus Trump parle de la France, plus certains électeurs se sentent provoqués ou validés. Car l'effet n'est pas univoque. Pour certains, son ingérence est insupportable. Pour d'autres, elle est rassurante. Ce clivage ajoute une couche de complexité à un paysage déjà fracturé. Il alimente la méfiance, il encourage les radicalités, il brouille les repères. Il faut le dire clairement, la présidentielle de 2027 ne se jouera pas seulement dans les urnes françaises. Elle se jouera aussi dans l'écho des discours transatlantiques, dans les stratégies d'influence venues d'ailleurs, dans la manière dont les récits s'exportent et s'enracinent. L'ère où les nations pouvaient penser en vase clos est révolue. Aujourd'hui, chaque élection nationale est une scène mondiale. Chaque candidat devient, malgré lui, un acteur d'une pièce plus large. Et dans cette pièce, Trump joue un rôle central, invisible, mais omniprésent, silencieux, mais assourdissant. Alors je veux savoir ce que vous pensez de tout cela. Vous croyez que les mots de Trump peuvent vraiment influencer l'élection française? Trouvez-vous cela inquiétant ou légitime dans un monde globalisé? Commentez avec les mots « stratégie invisible » si vous pensez que cette influence venue de l'étranger mérite d'être surveillée de près. Je vous lis. Et si, dans quelques mois ou quelques années à peine, la France se retrouvait véritablement seule, non pas seule dans un sens géographique, mais isolée diplomatiquement, culturellement, économiquement. Ce scénario, que peu de responsables osent nommer publiquement, prend de plus en plus de consistance au fil des événements récents. L'escalade verbale entre Paris et Washington, la montée en puissance de Marine Le Pen, les tensions internes croissantes et les doutes sur la solidité de l'Union européenne alimentent une perspective autrefois impensable. Celle d'une France en rupture, non seulement avec ses partenaires traditionnels, mais aussi avec sa propre trajectoire historique. Une France qui, dans un mouvement de repli, déciderait de rompre partiellement avec le monde pour mieux se retrouver. Mais peut-on réellement sortir du jeu mondial sans en payer le prix? Ce scénario d'isolement n'est pas simplement une projection pessimiste. Il s'appuie sur une accumulation de décisions, de glissements, de discours qui, mis bout à bout, dessinent une trajectoire possible. Lorsque la confiance s'érode entre alliés, lorsque les engagements économiques sont reconsidérés, lorsque les opinions publiques tournent le dos à l'idée même de coopération internationale, il ne reste plus qu'un pas à franchir. Et ce pas pourrait être franchi dans un contexte de crise, sous l'effet d'une émotion collective, d'un choc politique ou d'une volonté d'affirmation radicale. Dans une telle dynamique, la France pourrait se retrouver dans une position de rupture stratégique où les anciens partenaires deviennent des concurrents,
voire des adversaires. Mais un pays comme la France peut-il réellement vivre dans une forme d'autarcie relative? Peut-elle se retirer partiellement des grands ensembles multilatéraux sans en subir les répercussions profondes? L'histoire montre que toute sortie d'un cadre international entraîne une phase de turbulence intérieure. Le Brexit en est l'exemple le plus récent, mais contrairement au Royaume-Uni, la France est au cœur de l'Union européenne. Elle en est un pilier. Si elle devait entamer un processus de retrait partiel ou de désalignement systématique, c'est toute la structure qui serait menacée. Et ce choc ne se limiterait pas à la sphère politique. Il se propagerait à l'économie, à la diplomatie, à la défense, à la culture. Sur le plan économique, l'isolement implique une réorganisation brutale des échanges, des investissements, des chaînes d'approvisionnement. Les partenaires internationaux se détourneraient progressivement d'un pays jugé instable ou peu fiable. Les entreprises françaises, privées de certains marchés ou soumises à de nouvelles barrières commerciales, devraient s'adapter en urgence. Ce type de mutation ne se fait jamais sans douleur. Les pertes d'emplois, les tensions sociales, la fuite des capitaux sont des conséquences probables d'un tel scénario. Et dans un pays déjà marqué par de fortes inégalités, cette pression supplémentaire pourrait faire éclater le fragile équilibre social. Sur le plan diplomatique, une France isolée verrait son influence considérablement réduite. Elle perdrait son statut de médiateur, de puissance d'équilibre, de voix écoutée sur la scène internationale. Elle ne pourrait plus peser avec la même force dans les grandes négociations sur le climat, sur la sécurité mondiale, sur les régulations numériques. Elle serait écoutée sans doute, mais plus suivie. Et dans un monde où les blocs se forment autour d'alliances stratégiques, cette perte d'influence se paierait cher, notamment en termes de sécurité et de souveraineté réelle. Mais peut-être le plus grand danger réside ailleurs, dans la culture, dans le récit national, dans l'imaginaire collectif. Car un pays qui se replie sur lui-même finit par perdre le sens du commun. Il voit ressurgir les vieux démons, peur de l'autre, nostalgie d'un passé idéalisé, rejet des différences, fermeture intellectuelle. Il devient vulnérable aux discours simplistes, aux ennemis imaginaires, aux solutions autoritaires. L'isolement politique devient alors un isolement mental. Et ce basculement ne se fait pas en un jour. Il s'installe, doucement, comme un poison. Bien sûr, certains diront que l'isolement est un mythe agité par ceux qui craignent le changement, que l'indépendance est une force, que la souveraineté retrouvée permettra à la France de se redéployer, de retrouver sa grandeur, de parler d'égal à égal avec les puissances du monde. Cet argument mérite d'être entendu, mais il ne doit pas masquer les réalités structurelles. L'interdépendance mondiale n'est pas une opinion, c'est un fait. Et vouloir s'en détacher nécessite une stratégie, des ressources, une stabilité politique de long terme. Or, aujourd'hui, tous ces éléments semblent manquer. Alors, la question reste entière. La France est-elle prête à vivre seule, ou presque, dans un monde de plus en plus connecté, de plus en plus compétitif, de plus en plus violent? Peut-elle affronter les défis globaux sans s'appuyer sur des alliances solides? Et surtout, ses citoyens sont-ils prêts à en assumer le prix? Il est peut-être temps de se poser ces questions avant qu'il ne soit trop tard. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous croyez qu'un isolement partiel de la France est vraiment envisageable? Est-ce que cela vous fait peur ou au contraire, cela vous semble être une opportunité? Commentez avec les mots « France seule » si ce chapitre vous a vraiment fait réfléchir. Je vous lis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose, quelque part dans ce récit, a résonné en vous. Que ce soit une inquiétude, une prise de conscience, une nouvelle perspective ou simplement un besoin d'en savoir plus, alors nous voulons savoir comment ce contenu a-t-il touché votre cœur. Prenez un instant pour partager votre ressenti dans les commentaires. Votre voix compte, votre opinion est précieuse et vos mots peuvent nourrir le débat avec force et intelligence. Ici, nous ne faisons pas de simples informations. Nous construisons une communauté de réflexion, d'éveil et d'analyse.
Alors, si ce genre de contenu vous parle, si vous sentez qu'il est important d'aller plus loin que les apparences, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. C'est le meilleur moyen de rester connecté à cette mission. Décrypter, comprendre, anticiper. Et bien sûr, laissez un like si ce travail vous a éclairé, questionné ou interpellé. C'est un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour nous, qui œuvrons pour vous offrir un contenu rigoureux, indépendant et profondément humain. Enfin, ne partez pas tout de suite. Le prochain épisode vous attend déjà sur l'écran de fin. Cliquez, continuez cette exploration avec nous, car ce que nous avons commencé ici n'est que le début. À très vite.